Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo qui n'a rien à voir avec tout ce dont j'ai parlé dernièrement. Plus le temps passe, plus je vieillis, et plus j'ai accepté et me suis accommodé de notre société, avec ses avantages et ses inconvénients. J'ai en effet la chance de faire un métier que j'aime, et qui me permet de gagner ma vie correctement. Je ne manque de rien. Cependant, depuis un certain temps, j'observe des mouvements de colère à travers le monde, des gilets jaunes aux derniers films primés aux Oscars, comme Parasite, qui soulignent de plus en plus le fossé énorme qui est en train de se créer. Les différentes classes sociales ne se parlent plus, elles ne se croisent plus, à part dans les stages pour récupérer des points pour le permis de conduire, où on peut avoir un petit jeune de la cité qui a fait le con sur un parking et un bourgeois qui a roulé à 200 km/h en Audi A8, mais sinon, les pauvres haïssent les privilégiés, les riches ignorent les revendications du peuple, et ils pourraient bien le regretter si cela continue. Les privilèges ne tiennent quasiment plus que grâce à la violence, physique, par exemple avec la police, ou psychologique, avec l'industrialisation de la peur. On vend de la peur partout, dans les médias, au travail, dans les relations humaines, etc., etc., etc. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous invite à aller voir cette vidéo de Horizon Gull sur le syndrome du grand méchant monde. La France a peur. Insécurité, chômage, terrorisme, immigration, réchauffement climatique, crise économique. La France a peur. Les chiffres sont dans le rouge, les courbes ne s'inversent pas, et les banlieues sont devenues des zones de non-droit. Personnellement, je pense qu'un nouveau système est possible en réformant notre système démocratique afin d'obtenir une meilleure gestion du bien public. Alors, d'habitude, c'est un sujet que j'évite parce que je trouve qu'on réduit la République au clivage gauche-droite. Personnellement, je ne pense pas que ces valeurs de gauche ou de droite soient fondamentalement mauvaises, mais qu'elles sont juste mal organisées. Et qu'en piochant un peu à droite et un peu à gauche, on peut reconstruire, pour que le peuple se réapproprie le bien public. Alors, cette vidéo, elle est basée sur mon observation du monde, qui lui-même pourrait se résumer en 3 points. Tout d'abord, une croyance, qui est le fruit de mon expérience de professeur, donc moi, je crois que les gens sont loin d'être aussi cons et méchants que ce que les élites et les médias nous rabâchent en permanence, et qu'ils sont tout à fait capables de comprendre si on fait preuve de pédagogie. Pour s'ouvrir à des points de vue différents, pour apprendre des choses, et plus généralement pour devenir moins con. C'est aussi une mauvaise stratégie pour se faire des amis intelligents, ce qui est aussi pratique pour être moins con à l'usage. Et ferme ta gueule, seul. Ensuite, un doute. Je doute que ceux qui nous représentent aujourd'hui soient légitimes. C'est-à-dire, sont-ils le reflet du peuple? L'âge, le sexe, le milieu social, etc., etc. Ça suffit! Vous êtes tous inférieurs à moi! Je suis un dieu, stupide créature! Je ne me laisserai pas malmener par eux! Et enfin, une certitude. Nous possédons aujourd'hui des moyens de communication extrêmement puissants. Il suffit d'un clic pour exprimer son opinion, on peut avoir accès au savoir de l'humanité avec son téléphone portable, etc., etc., etc. Alors, avant de venir poser votre pêche dans les commentaires... Éric Jurève, où tu viens de poser ta pêche sur mon bureau? Comprenez bien que ce que je vais présenter, ce n'est pas une solution, mais un brouillon. Je ne suis pas un expert, je n'ai pas fait d'études en sciences politiques ou en philosophie, j'insiste, c'est un brouillon. Un début de réflexion sur la mise en place d'un autre système, d'une autre idéologie, parce que oui, je ne suis pas naïf, c'est une idéologie. Mais, avant de me dire « c'est impossible », non mais t'es qu'un bisounours, demandez-vous si ce qui existe aujourd'hui est réellement plus sûr et plus efficace que ce que je vais vous montrer. Et si vous n'avez pas la solution au problème que vous soulignez dans le modèle suivant. Et si ça vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous et à partager cette vidéo. Tout d'abord, voici comment fonctionne notre système démocratique. Alors ça, c'est pour la France, mais je pense que dans les autres démocraties, le principe est à peu près le même, il est basé sur la démocratie représentative. C'est-à-dire que l'on vote pour des représentants qui eux-mêmes votent pour nous, les lois qui définissent les règles de vie de notre société. La question est-ce que l'on a encore besoin de représentants pour voter ces lois? Ne pourront-on pas voter directement pour ces lois qui définissent nos vies, nos choix? Je m'explique.
Autant il y a une vingtaine d'années, je comprenais qu'il était nécessaire d'avoir des représentants parce qu'on ne pouvait pas amener tout le monde à Paris. Autant aujourd'hui, on peut voter, contrôler ou déclarer n'importe quoi grâce à nos outils de communication. Alors, j'entends ici les critiques sur la sûreté des réseaux de communication, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, c'est un débat d'ailleurs qui est très intéressant. Alors, premier point, on remet le peuple au centre des décisions. De ce peuple, on extrait les élites intellectuelles, j'insiste, intellectuelles, de notre pays. La méritocratie, valeur chère à la droite, peut être utile dans ce cas. On fait passer un concours dans les meilleures écoles ou universités de France. Alors, j'entends déjà les critiques, oui, mais les gens qui font plus d'études, ce sont les fils de riches, donc non représentatifs, patati patata. Alors, certes, c'est vrai, le déterminisme social existe, mais vous allez voir que grâce à une autre valeur de droite, la libre concurrence, on va pouvoir les forcer à s'intéresser aux préoccupations du peuple. Et puis, demandez-vous si aujourd'hui, les gens qui nous dirigent sont réellement l'élite intellectuelle de notre pays. Moi, personnellement, j'en doute. Je pense qu'ils représentent une élite sociale, avec un capital financier qui leur permet de construire un réseau solide, qu'ils savent très bien utiliser ce réseau. Le réseau, ce qu'avant on appelait le piston, aujourd'hui on dit réseau, ça fait plus moderne, mais c'est exactement la même chose. Bref, ce piston leur permet de monter dans la hiérarchie sociale. Mais à mes yeux, ils ne sont pas l'élite intellectuelle de notre pays. Quand on voit un ministre de l'Éducation qui ne sait pas faire un produit en croix... C'est la question posée dans le cahier d'évaluation des élèves de CM2. Ça fait 16,50. Non. Eh non, 10 objets identiques 15. coûtent 22 €. Combien coûte 15 de ces objets? Ça fait 33 €. Puisque 10 objets coûtent 22 €. Oui, 33. Combien coûte 15 Jean-Jacques, vous me sécherez toujours sur une question comme ça. Mais non, c'est pas... Non, mais attendez. Une porte-parole qui nous explique que l'on est trop con pour mettre un masque. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Exactement. J'ai un cerveau pourri. Il vaut mieux écouter les vrais spécialistes. Une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Puisqu'on vous le dit, c'est que c'est vrai. Une juriste qui se fait retoquer par le Conseil constitutionnel sur ses projets de loi. Le respect de la Constitution, c'est quand même le b.a.-ba du législatif. Un ministre de la Santé qui prend des décisions sur la base d'une étude foireuse du Lancet, alors que moi, et je vous assure que je ne suis pas un génie, je ne veux pas paraître prétentieux, mais avec mon petit cursus universitaire en biologie, il m'a fallu à peine 1h30 d'analyse pour me rendre compte que cette étude, elle était pas nette, et qu'il y avait quand même des trucs louches. Je vous renvoie à ma précédente vidéo. Si ça vous intéresse. Bref, quid des compétences de ces gens-là? Alors attention, je ne vous dis pas que moi, je suis plus intelligent, pas du tout. Juste que je suis sûr qu'il y a des gens bien plus intelligents qu'eux dans leur domaine, que ce soit en droit, en philosophie, en sciences ou en économie. Je poursuis. Alors, comment faire pour attirer ces élites vers ces fonctions d'hommes d'État? Eh bien, grâce à l'argent. Hey fellas, look what I found in my pocket. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. Un autre principe de droite utile. Il faudrait qu'ils soient très bien payés. Parce que ça les protégerait un peu plus des conflits d'intérêts, bien évidemment avec un contrôle bancaire et fiscal extrêmement strict. Pas de valises, pas de cadeaux ou autre. Alors, quand je dis bien payés, je ne dis pas qu'ils doivent être autant payés que Bill Gates ou Jeff Bezos, mais au moins autant qu'un footballeur. D'ailleurs, quelque part, ça ne vous choque pas, vous, qu'un esprit brillant soit des milliers de fois moins bien payé qu'un garçon qui court après un ballon pour taper dedans afin de lui faire franchir une ligne. Bref, je dis ça, je dis rien. Mais pour moi, un prix Nobel devrait être autant payé qu'un Mbappé parce qu'il représente un intérêt social supérieur. Payer les gens en fonction de leur intérêt social plutôt qu'en fonction de l'intérêt financier, voilà une valeur chère à la gauche. Donc je poursuis. Une fois cette élite sélectionnée, par concours par exemple, comme on le fait pour les profs, eh bien ils seraient répartis dans 2 chambres par tirage au sort pour éviter toute interaction malsaine. Le tirage au sort, un principe qui est cher à certains anarchistes.
Alors, le conseil numéro 1, regroupant parmi nos meilleurs juristes, scientifiques, économistes, philosophes, aurait pour but de rédiger les textes de loi. Alors cela se ferait de leur propre initiative, ou bien alors sur la base du recueil des doléances de la population qui pourrait prendre la forme d'une enquête de satisfaction annuelle ou d'un cahier des doléances. Une fois le texte de loi rédigé, par exemple la réforme des retraites, il serait soumis au conseil numéro 2. Ce conseil ne serait pas là pour modifier le texte de loi, mais pour mesurer les points positifs et négatifs et les expliquer de façon pédagogique aux citoyens. Un peu comme les votations en Suisse où le gouvernement met en ligne des vidéos pour expliquer de façon claire et ludique l'objectif, les avantages et les inconvénients de la loi pour laquelle ils doivent voter. Elle serait alors soumise aux citoyens sur une adresse, par exemple, @citoyen.fr, grâce à un questionnaire de type, je ne sais pas, de type Google Form, et la population aurait un certain délai pour voter cette loi. Alors, je sais que l'on va me répondre, oui, mais le conseil 1 et 2 vont se mettre d'accord pour déformer la réalité, eh bien non, pas forcément. Grâce à une autre valeur, la concurrence, en opposant leurs indicateurs d'évaluation. Par exemple, on peut mettre en place une limite, et dire qu'au bout de 5 lois refusées par le peuple, eh ben, on les vire. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. En effet, cela veut dire que le conseil ne comprend pas le peuple, et pareil dans l'autre conseil. Si toutes les lois du conseil numéro 1 passent à chaque fois, cela veut dire que le conseil numéro 2 ne fait pas son boulot de critique, et donc on les remplace aussi. You're fired. You're fired. You're fired. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système marche par dichotomie, un modèle de type proie-prédateur, pour atteindre un équilibre. Et je vous assure qu'avec des salaires du niveau de celui de Mbappé, ils feront tout pour garder leur poste dans leur conseil. Et malgré les divergences d'opinion au sein de leur propre conseil, ils feront tout pour trouver un compromis. Donc je reviens à notre schéma. Le citoyen, après avoir été obligé de lire le compte-rendu de loi du conseil numéro 2 et, s'il le souhaite, le texte rédigé par le conseil numéro 1, il vote d'un simple clic depuis son téléphone, exactement de la même façon qu'il déclare ses impôts sur impôts.gouv.fr. Alors, je sais que le numérique fait peur, les pirates, les hackers, etc., mais ça, j'y reviendrai un peu plus loin. Ensuite, 2 possibilités. Ou la loi est approuvée par le peuple et rentre en application, ou elle est refusée et retourne vers le conseil numéro 1. Dans le cas d'un refus, le citoyen devra préciser pourquoi, en indiquant parmi les arguments contre présentés par le conseil numéro 2, ceux qu'il trouve pertinents, afin que le conseil numéro 1 puisse améliorer le texte de loi en fonction des désirs du peuple. Et puis on recommence la boucle. Le gros avantage de ce système, c'est qu'il est autocorrectif. Si le peuple se rend compte que la loi qu'il a validée provoque des conséquences extrêmement négatives, il pourra alors demander au conseil numéro 1 à la retirer ou à l'améliorer et d'enclencher un nouveau vote. Et ça, c'est super important parce que ça incite les citoyens à se réapproprier leur propre société. Ce que j'ai pu observer, c'est que la meilleure façon d'éduquer les irresponsables, eh bien, c'est de leur en donner des responsabilités, et pas de les stigmatiser comme des gens peu respectables, et complètement cons. La concurrence, la méritocratie, n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que ces valeurs, cette pression, n'est pas appliquée au bon endroit. C'est surtout entre les élites qu'il faut la mettre, cette pression. Elles peuvent être utiles pour redonner le pouvoir au peuple de décider dans quelle société il souhaite vivre. Le vote numérique n'est pas sûr. Ok, mais est-ce que le système de vote actuel l'est plus sûr? Pensez-vous que l'on ne bourre pas les urnes parfois? Souvenez-vous de l'histoire Fillon et Copé à la présidence de l'UMP. En France, là, c'était les primaires à l'UMP, un des premiers partis d'opposition. Là, c'était le futur président, le mec. Ah, ils se sont engueulés. Tricheur! Il a triché, il a bourré les urnes, enculé! Ah bon, ça fait longtemps que vous trichez, les gars, parce que nous, on vote derrière. Ils te disent eux-mêmes qu'ils trichent. C'est pour ça qu'il faut rigoler, moi, je dis. Faut rigoler, les gars. Ah, quel dommage, quelle tristesse, ce Dieudonné. Putain, qu'est-ce qu'il était drôle avant qu'il vrille complètement. Autre chose, demandez-vous où sont rentrés les résultats des élections à 20h, dans les bureaux de vote, le jour même. Ils sont forcément rentrés sur une application informatique qui, elle aussi, peut être piratée. Ensuite, j'entends déjà ceux qui vont me dire « Oui, mais dans un vote classique, on peut retrouver les bulletins. »
et recompter. Certes, mais c'est exactement la même chose dans le cadre d'un vote numérique, puisque chaque citoyen recevra un accusé de réception électronique de son vote, comme pour les impôts. Et s'il y a contestation, on pourra recompter grâce à ce document. La réussite scolaire n'est pas la preuve de l'intelligence. C'est tout à fait vrai. En même temps, l'intelligence, ça veut dire tellement de choses, mais est-ce que ceux qui sont sélectionnés aujourd'hui sont de brillants intellectuels qui sont issus des classes populaires? Macron est une personne intelligente, certes, mais il n'a pas réussi le cursus scolaire le plus élitiste. Il n'a pas été pris à Normal Sup. Il n'a jamais réussi à rentrer rue d'Ulm. Bref, c'est un homme brillant, mais il y a plus brillant que lui. Au passage, une petite dédicace pour Francisco. J'aimerais savoir si aujourd'hui Francisco, après être passé par le lycée du Mirail, la rue d'Ulm, Normal Sup, l'IEP et tout ça, si t'es toujours un anarchiste. Les gens sont trop cons pour comprendre. Alors déjà, sur la base de quelle étude pensez-vous cela ? Jusqu'à preuve du contraire, il me semble que la population est de plus en plus éduquée par rapport au début de la 5e République. Et s'ils sont trop cons, alors pourquoi votent-ils aujourd'hui ? Bref, moi je crois en l'intelligence collective. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai appelé ma chaîne Naïf versus Expert. Et que je prends du temps pour lire tous vos commentaires et tente d'y répondre, parce que je pense que l'initiative naïve, aussi bête qu'elle puisse paraître, est l'élément qui peut faire progresser l'expertise. Bref, je crois qu'il faut arrêter de voir des cons partout. La plupart du temps, si les gens ne sont pas capables de trouver une solution à un problème, ce n'est pas parce qu'ils sont cons, mais parce qu'ils n'ont pas pris assez de temps pour comprendre les consignes, le vocabulaire, pour résoudre le problème. Le temps, c'est d'ailleurs le meilleur remède contre la connerie, et je vous assure, du temps, on en a. Il y a plus de temps entre l'aube et le crépuscule que l'être humain n'en a réellement besoin. Au passage, un grand merci à tous ceux qui commentent là régulièrement mes vidéos. En effet, tous vos commentaires me permettent un petit peu de mieux comprendre comment réfléchissent les gens et du coup font évoluer mon opinion. Bonjour à Nathan, Will, Bécafouin, Lyrian, etc., etc. Je suis désolé les garçons et les filles, je peux pas tous vous citer,